Bonsoir à tous et toutes, merci d'être venus. Nous allons donc avoir deux intervenants, enfin deux et demi avec moi, deux intervenants. Alors, Marianne Matar-Bonucci, qui est professeure à l'Université de Paris 8, qui est la spécialiste française de l'Italie fasciste et qui, parmi ses nombreux travaux, a évidemment travaillé sur la politique de spoliation des Juifs dans l'Italie mussolinienne, qu'elle va aborder avec vous dans une vingtaine de minutes. Elle sera précédée juste avant par Christoph Kreutzmüller, qui est à l'université Humboldt de Berlin, qui dirige depuis un certain nombre d'années un très gros projet, un très gros chantier sur la ville de Berlin sous le Troisième Reich, parce que, assez curieusement, si d'autres villes et régions allemandes ont été étudiées sous le Troisième Reich, Berlin a longtemps été laissé à l'écart. Il dirige avec une équipe de chercheurs un immense chantier de recherche sur la ville et la population juive durant la vie, enfin, sous le Troisième Reich. Il a d'ailleurs publié deux ouvrages, Show Your Book About. Cet ouvrage qui est consacré à l'étude de la spoliation des Juifs à Berlin, de la politique dite d'arianisation, et un autre qu'il a dirigé avec Michael Wild à propos de la ville durant la période nazie. Et tous deux vont aborder les politiques nazies puis italiennes qui ont été mises en place par les deux régimes qui forment l'Axe. Avant que j'évoque avec vous la question plus particulière de la France, on va chacun consacrer une vingtaine de minutes à propos de chacun de ces territoires avant évidemment de dialoguer avec vous. Alors, juste pour aller très rapidement, en ce qui concerne la politique de spoliation, les spoliations ont été très nombreuses et ont pris différentes formes. La forme la plus importante, notamment en France, a été la politique dite d'arianisation. Alors, ce terme-là est un barbarisme qui vient de la langue nazie, de la LTI, comme l'a défini Victor Klemperer. Et littéralement, ce terme-là veut dire décontaminer un bien qui a été possédé par un juif. Il s'agit non seulement de déposséder, mais de rendre toute sa pureté à un bien qui a été souillé par son propriétaire juif. C'est donc cette politique-là qui est au cœur à la fois de l'exposition qui est présentée au premier étage, mais aussi au cœur du cycle de conférences qui va vous être présenté à partir d'aujourd'hui jusqu'à la veille de l'été, puis qui reprendra sans doute à partir de la rentrée. Alors, avant d'aller plus avant, je vais céder la parole à Christoph Kreutzmüller, qui va parler de la destruction de l'activité commerciale des Juifs en Allemagne, notamment à travers l'exemple berlinois. Do it. Merci. Merci beaucoup. Je crains que mon français soit tellement rudimentaire que il me faut parler anglais. Désolé. Mais... Ah oui, les micros, tout ça, là. Bon, merci de m'avoir invité et d'avoir la patience de m'entendre en anglais, ou en français pour l'interprète, et de revenir vers la destruction des activités marchandes des Juifs en Allemagne. J'attends que tout le monde ait son casque. Donc... à la veille de la crise mondiale économique au début des années 30, on estimait, Avram Barkay estime que le principal historien israélien, qu'il y avait 100 000 entreprises considérées comme juives en Allemagne. Et elles étaient, la majorité, la moitié étaient dans le textile, les chaussures, et les plus visibles étaient dans la banque. Et au cours de ma recherche, je me suis rendu compte que sur les 100 000 sociétés, 50 000, c'est-à-dire la moitié, étaient à Berlin même, dans la capitale. Le centre économique de l'Allemagne, quelque chose d'oublié aujourd'hui. La raison de l'importance de Berlin, à part l'importance économique de la ville, c'était que à partir des années 1920, à travers toutes les villes d'Allemagne, il y avait des boycotts. Je ne sais pas si le mot est exact, mais il y avait des actions contre les Juifs. C'est-à-dire, on blackboulait les Juifs, on empêchait les Juifs de faire du commerce. Et beaucoup de sociétés juives
ont quitté les petites villes vers les grandes villes où elles se sentaient moins visibles et plus protégées. Et il y a 80 ans, lorsque Hitler est devenu Reichskanzler et qu'il y a eu cette saute de violence, on pense que 170 endroits, enfin, il faudra les appeler comme des endroits où des gens ont été battus. Et donc il y avait de la violence dans les rues. Et pour contrer cette image présentée dans les médias à l'étranger, le ministère du Reich pour la propagande a été créé. Ils ont commencé à initier un processus ils ont essayé de censurer l'information et donner des bonnes informations à la place. Une des photos que vous pouvez voir ici, c'était en mars 1933 et est censé montrer que oui, bien sûr, il y a des SA, oui, ils mettent en prison des gens, mais il n'y a pas de violence visible, personne n'est endommagé, entre guillemets. C'est ce que les nazis ont essayé de faire. Ils ont tenté d'influencer les médias grâce à leurs photos. Et ça n'a jamais vraiment marché parce que cette photo a été immédiatement prise à Prague et on a dit regardez ça, ce sont les atrocités nazies. Mais ils essayent quand même, non seulement de censurer l'information, mais aussi de montrer à ces gens, ces SA, de leur donner quelque chose à faire. Parce que il fallait qu'ils fassent quelque chose. C'est une des raisons pour laquelle Hitler, en mars 1933, a appelé au boycott, ce qu'il a appelé le boycott. Et donc pour donner aux SA quelque chose à faire. Mais la violence ne s'est pas arrêtée. Même si les nazis ont dit, attendez, le 1er avril, à 10 heures précises, on va commencer, on va voir Goebbels en parler. Dans le film qu'on voit au premier étage ici de l'exposition, le boycott avait commencé avant. Et ça, c'est le 31 mars. C'est le grand marché de Berlin. Et on peut voir ici comme une grande affiche, les Allemands ne vont pas dans les boutiques juives. J'ai pris cette photo avec moi aujourd'hui pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a ce boycott avant l'annonce officielle du boycott. C'est déjà important. Ça montrait que ce sont les antisémites locaux qui poussaient à cela. Et autre chose intéressante, c'est que c'est pas seulement le drapeau nazi, mais ça c'est le drapeau des nationalistes, des nationalistes allemands, le parti nationaliste allemand, qui était très fort à ce moment-là. Ils étaient 12% à Berlin, ils étaient ouvertement antisémites. Donc on peut voir à quel point l'antisémitisme était diffusé. Et probablement vous avez vu cette scène aussi, 1er avril, sur la place Unter den Linden. Goebbels dit on commence le 1er avril à 10 heures précises, discipline, etc. J'ai pris cette photo parce que ça montre à quel point c'est vraiment en place. Et c'est parce que de façon involontaire, cette photo montre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes avec un appareil photo et 1, 2, 3 caméras, film. Donc c'est fait véritablement pour la presse. Et vous voyez une partie de ce film aussi au premier étage de cette exposition. Voilà pourquoi je vous montre cette photo. Ils essayent de voir comment est-ce qu'on peut mettre véritablement l'information en place. Même chose ici, ça a été publié une journée plus tard, le boycott dans le Volkische Beobachter, dans ce qu'on appelle le Volkische Beobachter, c'est le journal nazi, l'Observateur du peuple. Ça montre un magasin juif dans le centre de Berlin, et vous pouvez voir deux SA, et ils ont des placards en 2 langues. Et ce qu'ils essaient de faire, c'est pas seulement de l'allemand, c'est aussi
en anglais fautif. Donc ils essayent de raconter leur histoire. Non, non, on ne fait que nous défendre, n'est-ce pas? Ils ne font que se défendre, bien entendu. Même au début de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ne faisaient que se défendre, bien entendu. Donc c'est leur narratif, leur récit, ils essaient de le faire passer. Autre chose intéressante, c'est que si vous regardez de près, vous allez voir, le magasin est fermé, les volets sont baissés, ici il y a un grillage, une grille, des chiens sont passés par là, et peut-être beaucoup plus important, vous voyez ici des flashs, des lumières, des flashs. Des éclairs de flash. C'est le 1er avril, entre 10h et 15h. On n'a pas besoin d'avoir un flash à cette heure-là dans la journée, parce que c'est le plein jour. Donc la photo a été prise la nuit précédente pour avoir une photo qu'elle soit prête pour la publication par le journal. Donc cette photo est montrée pour montrer le boycott. En fait, ce n'est pas ça. C'est simplement ce que les nazis voulaient que vous pensiez que était le boycott. Vous voyez là des gens extrêmement propres, nets, propres sur eux, des SA. Non, non, ils font aucun mal. Ils sont juste là, ils font ce qu'ils doivent faire. C'est le narratif des nazis. Mais voilà, le New York Times donne une histoire complètement différente. Et cette photo a été prise le 1er avril. Et le New York Times n'était pas intéressé au SA, par les SA que vous pouvez voir ici. L'un le regarde, le montre du doigt et sourit vers l'appareil photo. Non, non, là, il n'y a qu'un seul placard et il est en allemand. Ils sont intéressés par les gens qui sont autour. Le New York Times voulait savoir ce qui se passait, combien de gens sont là, que font-ils. Le problème, c'est que chaque photographe c'est que dès que vous sortez votre appareil photo et que vous êtes vraiment sur une échelle, les gens commencent à vous regarder. C'est pour ça que cette femme regarde et sourit à la caméra. Voilà, c'est comme s'il faisait coucou. Et cet homme-là regarde aussi, il a toujours l'air triste probablement, mais bon. C'est parce qu'il y a une photo qui est prise et il ne veut pas être sur la photo, lui, probablement. Alors le New York Times est intéressé par les gens, comment les Berlinois réagissent, et je crois que ça c'est le point important. Unanimement, les rues étaient noires de monde. Tout le monde vient voir parce qu'ils sont curieux. Enfin, c'est difficile de dire s'ils étaient en soutien de ça, mais cette action. Mais ils viennent voir les magasins qui sont boycottés. Et par cela, les frontières racistes introduites dans l'économie. Bon, auparavant, des gens savaient, oui, peut-être que ce magasin est juif, d'autres non. Mais en regardant maintenant tous les placards sur les magasins, maintenant on voit lequel est lequel. Le problème, c'est que les nazis n'avaient pas de définition exacte. Dans l'appel au boycott, ça disait les magasins dans les mains juives doivent être boycottés. Mais ça veut dire quoi, des mains juives? Qui est juif? Là, la question n'a pas été répondue. Ce qui s'est passé, c'est que les SA se mettent devant des magasins qu'ils pensent être juifs. Ce qui mène à une définition très étrange, si on fait de la recherche aujourd'hui. On parle de magasins juifs, mais ce sont des magasins persécutés parce qu'on pensait qu'ils étaient juifs. Parce que la définition du juif n'est venue qu'en 1938. Donc c'est 5 ans plus tard. C'est toujours les locaux qui définissent qui ils considèrent comme étant juifs. Mais les sociétés juives n'étaient pas simplement là, les bras croisés. Et si c'est... J'ai pris cette photo avec moi. Cette photo a été prise le même jour, qui montre une société berlinoise. Toutes les photos ont été prises à Berlin parce que la presse internationale était là, à Berlin. Et ce magasin a été dirigé par cet homme, Kurt Joseph. Il était un combattant de la Première Guerre mondiale. Il a combattu pour combattre la révolution communiste de 1919, dont c'est quelqu'un que j'appellerais un véritable réac. Un juif réac, un nationaliste. Et cet homme est devenu fou lorsque
l'affiche du boycott est mise sur son magasin. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis toutes ses médailles, il en avait pas mal. Il a copié tous les certificats et il les a mis dans la fenêtre de son magasin, dans la vitrine de son magasin. Donc on voit ici, ils ont dit ça c'est pas possible et ils ont absolument mis Jude, juif, pour qu'on ne puisse pas voir ce qu'il y avait dans la vitrine. Et comme ça suffisait pas, vous pouvez voir les merveilleux savons et papier toilette. Vous savez, parce que là, bon, c'était un bazar. Ils sont un peu partout parce que quelqu'un est entré dans la vitrine. Un SA est entré dans la vitrine, il a pris toutes les copies, les a enlevées de ces certificats militaires parce qu'ils se sont dit mais c'est pas possible, un héros de la guerre ça peut pas être un juif et il n'aurait pas dû recevoir toutes ces médailles. Il ne peut pas résister puisque c'est un juif. Mais voilà, il a résisté et on peut en voir beaucoup des comme ça. Et il ne faut pas l'ignorer quand on raconte l'histoire de Berlin et du parti nazi. Dans les petites villes, le boycott était très fort et ça a mené tous les magasins à la banqueroute en 36-37 parce qu'à Berlin, bon, les gens ont pris des photos, la presse était là, mais sur la porte de Brandebourg, il y avait ici, on ne pouvait pas réagir, et donc les gens ont fermé leurs magasins dans les petites villes, et tous sont passés à Berlin. Ce qui a mené à la chose étonnante, c'est que le nombre de magasins juifs n'a pas décru entre 33 et 38 à Berlin, parce qu'il y avait ce mouvement qui venait vers la capitale. Parce que les gens ont dit, oui, bon, on est un peu... on a des problèmes, mais étant à Berlin, tous les consulats sont là, et on peut avoir des visas plus rapidement comme ça, parce que les consulats sont là. Et après, voir ce qui s'est passé à Vienne, et vous avez vu vous pouvez voir ce qui s'est passé à Vienne, dans un film, encore une fois, dans cette exposition de premier étage, et bien la même chose était à Berlin. Tous les magasins, considérés comme étant juifs, ont été véritablement peinturlurés avec ces termes antisémites. Et il y avait beaucoup de peinture, ils avaient même des échelles. Vous pouvez voir ici une étoile de David au premier étage. La police ne faisait rien. Ils pouvaient aller dans les rues, peindre leurs slogans sur les boutiques et aller à la boutique suivante. Personne ne les en empêchait. Vous voyez différents types de couleurs aussi. Je suis très mauvais là-dessus. Là, on peut voir... ici, c'est du rouge. L'étoile de David en rouge. Il y a du blanc, du rouge. Donc, il y a plusieurs groupes qui peignaient les magasins. Et c'est intéressant aussi que ici, on ne voit pas le bandeau du magasin. Vous pouvez voir que les umlaut. C'est Möbel Cornelius Korn. Et visiblement, avant que les gens soient venus salir son magasin, il a enlevé l'insigne du magasin. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde aurait... Pour se protéger, parce que sans ça, tout le monde aurait su que Korn était un magasin juif. Ça n'a pas protégé non plus, mais bon. Il y avait cette bataille sur la visibilité qui était vraiment très très forte, féroce dans la rue. Très peu de temps après, et c'est la première fois que ça s'est produit, le troisième amendement à la loi de citoyenneté du Reich a été publié, et c'est la première loi qui disait publiquement, officiellement, ce qu'était un magasin juif. Donc cette loi est arrivée ensuite, elle a dit, voici ce qu'est un magasin juif. Et à l'époque, les magasins juifs dans les villages, dans les petites villes, étaient déjà détruits.
Bon, vous pouvez voir ici, beaucoup de gens sont là, passent devant le magasin et regardent ce qui s'est passé pendant que ça taguait les magasins. Un décret a été publié pendant ce temps-là disant que tous les magasins de Berlin devaient écrire le nom du magasin dans la vitrine. Donc ils étaient forcés en juin 1938 d'écrire les noms des magasins. Je ne sais pas comment ça fonctionne ce truc. Là, vous pouvez le voir ici. Les noms des magasins dans les vitrines. Voilà. Et ça ne s'est produit qu'à Berlin, parce qu'il y avait tellement de magasins qu'on voulait mettre sous pression. Et ce qu'on peut voir ici, c'est un rapport dans le Schwarze Chor. C'est l'hebdomadaire des SS. Voilà, finalement, on a réussi à avoir ça, c'est que les magasins juifs soient nommés en tant que tels. Et c'était comme une distraction. Voilà, c'est une photo qui est prise le 10 novembre 1938, après un pogrom. Les gens rappellent ça la nuit de cristal. Et vous pouvez voir les vitrines brisées à Berlin. Et au milieu, cette mention NH Wilhelm. C'est Wilhelm Philippi, en fait, qui était propriétaire de ce magasin de lampes. Oui, les gens viennent se distraire. Et une photo que je voulais absolument vous montrer, parce que c'est la seule photo que je connaisse qui montre véritablement le pillage. C'est pas simplement la destruction des magasins, mais c'est le pillage du magasin aussi. Et c'était un des motifs principaux pour lesquels la population berlinoise a pris part à ces choses-là. Oui, les gens qui se précipitent dans le magasin. C'est impressionnant, non? La chose intéressante au sujet des photos, même si ça a été pris par le photographe d'Adolf Hitler, Adolf Hoffmann, ce monsieur Hoffmann se cache derrière des géraniums. Parce que même lui, il a peur d'être vu avec un appareil photo. Mais avant, le boycott était ouvertement photographié. Mais là, il voulait se cacher. Mais même après ça, l'activité commerciale ne s'est pas terminée. Il y a une loi disant que les Juifs ne pouvaient pas avoir de magasin. Mais bon, le commerce de gros était possible. Et finalement, j'en arrive à la fin, de la destruction de toute activité commerciale, oui, c'est allé aussi loin que les déportations. Ce que vous avez ici, c'est une lettre d'un camp de concentration de Sachsenhausen, le propriétaire d'un magasin, Siegfried Engel, qui signe avec son nom du milieu, Israël, a demandé au registre du commerce le 26 août 1939 de rayer sa société du registre du commerce. J'étais surpris. Combien de traces on trouve dans les registres du commerce sur la déportation, dans les registres du commerce de Berlin par exemple. C'est un paradoxe parce que les sociétés juives étaient tellement fortes et ont trouvé le moyen d'exister malgré la pression, cédant les unes les autres. Et la destruction s'est faite de façon beaucoup plus brutalement qu'ailleurs. Merci de votre attention. Merci à Christophe Kreutzmüller. Il va céder sa place à Marianne Mattard qui va aborder la question de l'Italie. Alors, Marianne a publié il y a quelques années, 2007, un ouvrage qui est une véritable somme, la somme en France, c'est sur la politique antisémite de l'Italie fasciste. Et évidemment, l'arianisation est l'une des politiques, ou en tout cas la politique de dépossession, puisque ce n'est pas sous le même nom qu'elle est appliquée en Italie, est l'une des politiques qui est mise en œuvre par le régime fasciste, politique qu'elle va évoquer maintenant avec nous.
Alors, je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, rappeler qu'il y a quelques jours, peut-être l'information vous est-elle parvenue, Silvio Berlusconi, que je ne présenterai pas, lors des commémorations de la journée de la mémoire de la Shoah en Italie, le 27 janvier, sur le quai de la gare de Milan, d'où partaient les convois à destination d'Auschwitz et où a été mise en place une forme de mémorial, eh bien, a expliqué que le fascisme, qui avait globalement fait de bonnes choses, avait commis une erreur qui était les lois raciales, mais que cette erreur pouvait s'expliquer dans le contexte qui était celui de la guerre et de l'alliance avec l'Allemagne. Bon, un nombre très important, bien sûr, de contre-vérités historiques, en peu de mots, dans un contexte qui est un contexte préélectoral et qui est un contexte de révisionnisme depuis 2 à 3 décennies, donc en Italie. Mais justement, je voudrais essayer de vous montrer, à propos de la question des spoliations, que même s'il y a eu bien dans l'histoire du fascisme 2 phases, une première phase qui va de 1938 à 1943, où Mussolini est chef du gouvernement, dictateur tout-puissant, mais le roi est encore là et nous sommes dans le cadre d'une monarchie, puis une deuxième phase qui est la phase de la République sociale italienne à partir de septembre 1943 dans le centre et le nord de l'Italie, où cette fois on a un gouvernement qui est un gouvernement vassal de l'Allemagne et collaborationniste. Donc même s'il y a bien ces 2 phases chronologiques, eh bien on observe une continuité dans les politiques de persécution et donc on ne peut pas séparer le fascisme des lois raciales et de l'antisémitisme. Alors, la spoliation des biens juifs rend compte précisément de la nature de cet antisémitisme fasciste et je vous rappelle que c'est plus de 15 ans après l'installation de Mussolini au pouvoir, donc en 1938, que les Italiens adoptent des lois raciales qui sont des lois très sévères, assez comparables aux lois allemandes, aux lois qui seront adoptées par le régime de Vichy et qui même, sur certains points, vont plus loin. Par exemple, les enfants et les enseignants juifs sont exclus des écoles purement et simplement. Les mariages mixtes sont interdits également, ce que ne fera pas le régime de Vichy. Alors, du point de vue des spoliations, on assiste entre novembre 1938 et septembre 1943 à un processus qui est un processus de mise en place donc d'un outillage juridique, de mise en place d'une structure administrative, mais la dépossession des Juifs est assez lente, assez laborieuse et va beaucoup plus lentement que, par exemple, la volonté d'exclure les Juifs du monde de la culture qui se fait très rapidement, que des interdictions professionnelles dans le domaine des professions libérales, etc. En revanche, à partir de septembre 1943 jusqu'à la libération, donc dans le contexte de l'occupation allemande, eh bien, et de la République sociale, eh bien, le processus de vol des Juifs, car c'est de cela qu'il s'agit, connaît une accélération considérable et désormais les spoliations et la déportation des Juifs sont étroitement liées. Il faut mettre en relation évidemment les 2 éléments. Voyons d'abord donc en quoi consiste le premier dispositif. Avant cela, quelques images qui ne sont pas toujours connues de cette propagande qui démarre donc en 1938. Cette revue que vous voyez là a été la revue, la principale revue propagandiste fasciste, la Difesa della Razza. Elle a été créée précisément à l'été 1938, au moment donc où peu avant l'adoption des premiers textes de loi antisémite. Et c'est assez intéressant parce que on voit la mise en image de cette doctrine de l'arianisation, puisqu'en Italie aussi on emploie cette langue donc nazie, en l'occurrence. Vous voyez sur la diapo de droite cette couverture qui vous montre une main qui tient une épée qui sépare un arien, le Doryphore de Polyclète, de un juif qui est une statue qui vient d'un musée
musée allemand, juif caricatural, et un Africain. Et donc la thèse, eh bien celle-là, c'est la thèse de la séparation. Et sur le plan économique, eh bien, on parlera lors de cette première phase de limitation des patrimoines juifs, alors que lors de la deuxième phase, nous verrons qu'il sera véritablement question de leur suppression et de leur anéantissement. Donc, à partir de 1938, ces textes sont adoptés en deux temps. Il y a une première loi, le 17 novembre 1938, qui est une loi d'ensemble, donc, qui est là le grand texte donc, qui concerne les persécutions. C'est dans ce texte-là que les Juifs sont définis, d'un point de vue qui est à la fois biologique et religieux. Et à l'article 6, alinéa C, D et E, eh bien, prévoit déjà le principe des spoliations, mais c'est le texte suivant du 9 février 1939 qui, cette fois, porte spécifiquement sur la question donc, de l'arianisation des biens juifs. Alors, quel est le processus ? Eh bien, il y a une procédure qui est mise en place, qui est assez complexe et qui établit une spoliation à géométrie variable en fonction de la nature du patrimoine, mais aussi de la personnalité des individus. La loi prévoit quoi ? Prévoit que les biens fonciers des Juifs ne doivent pas, puisqu'il s'agit de les limiter, dépasser une valeur supérieure à 5 000 lires, que le patrimoine immobilier ne doit pas dépasser un montant imposable de plus de 20 000 lires. 20 000 lires, c'est à peu près 2 années de salaire donc d'un employé. Hein. Et il est prévu donc que pour les biens, une fois que l'on aura établi la part en excédent, eh bien, les propriétaires, le bien sera confisqué, la part en excédent sera confisquée, et les propriétaires seront indemnisés avec des titres à intérêt annuel de 4% qui viendront à échéance 30 ans plus tard, qui sont nominatifs et non transférables à des ariens. Hein, il y a toutes ces précisions. Donc, ces biens doivent rester juifs. Hein, cette indemnisation doit rester juive. En revanche, la loi prévoit que dans l'hypothèse de mariage mixte, qui était très nombreux en Italie, eh bien, le patrimoine peut être donné aux conjoints non juifs ou aux enfants ariens. Par ailleurs, la loi interdit aux juifs de posséder ou de diriger des entreprises de plus de 100 personnes ou des entreprises liées au secteur de la défense nationale. Ces entreprises seront administrées, là on retrouve des choses qu'on va voir sous Vichy, par un administrateur, donc un commissaire-contrôleur, avant d'être mises donc en liquidation. Voilà pour les critères quantitatifs qui sont liés aux biens. Parallèlement à ça, il y avait donc des critères d'ordre qualitatif liés à la personnalité des individus. En effet, sont exclus du champ de ces mesures donc de spoliation une catégorie d'Italiens, de Juifs, que l'on va appeler les discriminés. Paradoxalement, et ces discriminés, en fait, c'est une forme de discrimination dans la discrimination. Ces discriminés, ce sont les anciens combattants qui ont fait la guerre de 14, éventuellement la guerre de Libye, la guerre d'Éthiopie. Ce sont les militants historiques du parti fasciste qui ont rejoint le parti avant 1922 ou qui l'ont rejoint au moment de l'affaire Matteotti, quand le régime était en mauvaise posture. Donc, disons, les fascistes purs et durs, les fascistes militants et les anciens combattants. Du coup, compte tenu du fait que l'histoire des Juifs en Italie était celle d'une longue intégration, eh bien, la population concernée était de fait une population assez nombreuse, puisque les Juifs, comme les autres Italiens, avaient effectivement fait les guerres nationales, Première Guerre mondiale, guerre d'Éthiopie, et vis-à-vis du fascisme, les Juifs s'étaient comportés exactement comme les autres Italiens, une minorité se déclarant antifasciste et une minorité faisant partie des fascistes de la première heure et une majorité rejoignant le fascisme à mesure que celui-ci s'installe au pouvoir.
Donc, juste pour vous donner un ordre de grandeur, au 1er juin 1942, pour ce qui est de ces discriminations, plus de 8000 dossiers avaient été déposés, qui concernaient environ 15 000 personnes, puisque quand la discrimination était obtenue, elle s'appliquait à une famille entière. Alors, entendons-nous, ces dossiers avaient été déposés, mais les procédures d'examen étant particulièrement longues, eh bien, tous n'avaient pas obtenu le statut de discriminé, mais en l'attente de l'obtention du statut de discriminé, les procédures de spoliation étaient, pour ainsi dire, gelées. Pour organiser la persécution, le gouvernement ne créa pas d'administration nouvelle, comme le Commissariat général aux questions juives en France, mais il se contenta de mettre en place une direction du ministère de l'Intérieur, la direction générale pour la démographie et la race. Pourquoi pour la démographie et la race ? Eh bien parce que le régime fasciste essayait de mettre l'accent sur le fait que la persécution des Juifs s'inscrivait dans la continuité des politiques intérieures, et notamment la continuité de la politique démographique, en expliquant qu'on était passé d'une politique du nombre, puisque le fascisme pensait que les nations, la force des nations était liée à la puissance démographique, et donc le régime expliquait qu'on était passé à une politique du nombre quantitative à une politique qualitative, et qu'il convenait désormais de sélectionner donc le bon grain de l'ivraie et les Juifs des Ariens. D'où cette direction qui mêlait les questions démographiques et les questions de race, et dont le rôle était essentiellement d'enquêter sur l'appartenance raciale des Italiens, ce qui n'était pas simple, des Juifs d'Italie, ce qui n'était pas simple, puisque je vous l'ai dit, les mariages mixtes étaient particulièrement nombreux en Italie, et dont le rôle était aussi d'aiguillonner les administrations pour qu'elles aillent plus loin dans le sens de la persécution. Une structure en charge de la propagande était aussi à la dépendance du ministère de la Culture populaire, le grand ministère de la propagande, mais en revanche, donc pour les spoliations, eh bien, un organisme spécifique fut créé, l'EGELI, qui veut dire en italien Office de gestion et de liquidation immobilière. Alors pourquoi créer une mesure spécifique ? Eh bien, probablement parce que le régime avait l'habitude de créer très facilement des administrations nouvelles et des administrations parapubliques, en se disant qu'en créant une structure nouvelle, cette structure aurait une obligation de résultat. Et puis, il y avait aussi cette idée que cette question des biens juifs était une question technique, alors qu'elle était éminemment politique, évidemment. Et donc, créer une structure nouvelle, eh bien, c'était, d'une certaine façon, afficher une dimension technique. Alors, comment interpréter ces mesures lors de cette première phase ? Comme l'ensemble de la politique antisémite, jusqu'en 1943, le dispositif de spoliation répond à une logique qui est une logique essentiellement politique et idéologique, en ce sens que les pressions sociales visant à mettre en œuvre cette spoliation sont limitées. Il n'y a pas eu, comme on vous a montré en Allemagne, en amont de ces persécutions, il n'y a pas eu de campagne de boycott, il n'y a même pas eu de pression de secteurs de la société ou même du parti fasciste réclamant la persécution des Juifs et donc la spoliation des biens juifs, parce que la tradition d'antisémitisme social en Italie restait extrêmement limitée. Par rapport à d'autres pays, par rapport à la France, par rapport à l'Allemagne. Et avant 1938, il faut dire aussi que la tradition d'antisémitisme politique en Italie était aussi très limitée. L'Italie n'avait pas connu d'affaire Dreyfus à la fin du XIXe siècle, il n'y avait pas eu de ligue, de parti antisémite. Il y avait un antisémitisme qui était essentiellement catholique, perpétué par l'Église, par les prêtres, mais encore une fois, cet antisémitisme catholique ne s'était pas transformé, comme ailleurs, en un antisémitisme politique.
Et je l'ai dit, les Juifs, par ailleurs, qui étaient peu nombreux, 50 000, étaient bien intégrés, et les mariages mixtes sont, a priori, un indice de cette intégration. Alors, ça ne veut pas dire qu'ici et là, il n'y avait pas des intellectuels antisémites, des manifestations d'hostilité, mais encore une fois, l'Italie n'a pas connu au XIXe siècle de pogroms, de phénomènes de violence physique, et même de presse antisémite. On est dans une configuration, de ce point de vue-là, singulière par rapport à d'autres pays d'Europe. Donc, ces mesures de spoliation répondent à une logique qui est une logique politique et qui est destinée essentiellement à donner un message à la population qui est le message de l'intransigeance vis-à-vis des Juifs. C'est-à-dire qu'une fois que le régime a adopté ces mesures antisémites, eh bien, il s'agit en effet de montrer qu'on a l'intention donc d'aller jusqu'au bout. Par ailleurs, si on considère ce que va être l'application de ces lois, je vous l'ai dit, du fait de l'existence du statut de discriminé, du fait de la complexité même de l'arsenal juridique, eh bien, les Juifs qui, lors de cette première phase, furent effectivement concernés par les spoliations, furent en définitive assez peu nombreux. Je veux dire que si le régime avait voulu effectivement aller très loin dans le processus de spoliation, il aurait fixé des seuils différents, il aurait conçu une législation un petit peu différente. Par exemple, prenons un seul exemple, les entreprises de 100 employés. Le régime fasciste ne pouvait pas ignorer que les entreprises de plus de 100 employés étaient encore très peu nombreuses en Italie à l'époque, puisque ce qui dominait, c'était la petite et la moyenne entreprise, et même plutôt la petite entreprise. Et de fait, seules 19 entreprises juives furent recensées au titre de ces entreprises, donc de plus de 100 employés. Pareil, la loi affichait la nécessité donc d'interdire aux Juifs de travailler dans des entreprises liées au secteur de la défense. Une seule entreprise fut effectivement concernée. Bon, donc, je ne suis pas en train de vous dire que ces lois ont été pensées pour ne pas être appliquées, mais c'est un fait qu'elles ont été conçues dans un premier temps de manière relativement timorée par rapport à d'autres mesures qui furent beaucoup plus radicales dans le domaine de la culture et dans d'autres domaines. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, pas par humanisme, évidemment, mais plus probablement parce que ces mesures de spoliation apparaissaient à ce régime, qui était un régime profondément conservateur. Le régime fasciste a eu un discours révolutionnaire, mais il a fait une politique qui était une politique au service du patronat, au service des grands intérêts, au service de la bourgeoisie. Et donc, la relative timidité de ces mesures pendant cette première phase, eh bien, est la conséquence de l'attachement du régime au capitalisme, au droit sacro-saint de propriété, inscrit dans la Constitution, inscrit au Statuto, et qui avait été confirmé par divers textes canoniques du régime. D'où le fait que le régime n'osait pas d'emblée voler les Juifs aussi directement qu'il le fera dans la seconde phase sous la République sociale italienne. L'autre avantage de ces mesures et de cette législation extrêmement compliquée, donc je ne rentre pas dans le détail du processus qui permettait in fine que les Gelli entrent en possession des biens et procèdent à leur liquidation, mais il faut savoir que ce processus faisait intervenir un nombre très important d'acteurs. Bien évidemment, les fonctionnaires du Trésor public, mais aussi les préfets de police, les préfets tout court, les responsables du parti. Il y a toute une série de personnages qui a été amenés à un moment donné à intervenir. Par exemple, pour les discriminations, le préfet et le secrétaire fédéral du parti donnaient leur avis. Et donc, ce dispositif si complexe va dans le sens de l'esprit même
des persécutions antisémites en Italie qui étaient destinées à relancer la machine totalitaire fasciste. Et je crois que on ne peut pas le comprendre si on ne fait pas intervenir cette dimension-là. Alors, le cas de la loi permit à une partie des Juifs donc d'échapper à la spoliation par le jeu des donations à des parents non juifs, ou en divisant le patrimoine, ou parfois en utilisant des prête-noms ariens amis pour les entreprises. Mais même en dépit des limites inhérentes à la loi elle-même, il faut signaler que lors de cette première phase, le patrimoine des Juifs d'Italie fut considérablement atteint par ces mesures antisémites. D'abord, les Juifs étrangers ça a été la première loi qui a été adoptée, durent quitter la péninsule, et avant de quitter l'Italie, eh bien, il leur fallut liquider leurs biens qui furent souvent vendus au rabais. D'autre part, beaucoup de Juifs italiens décidèrent de mettre en vente leurs biens, ou donc de transmettre leurs biens à des membres non juifs de la famille, anticipant les effets de la loi. Du coup, les ventes se firent évidemment souvent au rabais, et c'est cette attitude qui conduisit le ministre de la Justice, en novembre 1938, à donner pour consigne aux notaires de cesser de réaliser des actes de vente de biens appartenant à des Juifs. D'autre part, beaucoup d'entreprises de la catégorie C, c'est-à-dire celles qui n'étaient pas concernées par la liquidation, les entreprises inférieures à 100 employés, eh bien, souffrirent de consignes données par les autorités qui incitaient les acteurs de l'économie à préférer des ariens, donc, pour toute transaction, à des entreprises juives, quand bien même celles-ci continuaient à exister. Par exemple, en février 1939, une consigne fut donnée pour que les administrations révoquent les marchés et les contrats qui avaient été établis antérieurement avec des entreprises juives. La présidence du Conseil ordonna aussi aux banques de cesser d'octroyer des crédits à des juifs. Donc, entre 1938 et 1943, plus du tiers de ces petites entreprises inférieures à 100 employés, eh bien, durent cesser leurs activités. Et donc, ce qu'on voit bien, c'est que même si le cadre juridique était complexe et effectivement laborieux pour qu'on arrive, in fine, à la dépossession des Juifs, eh bien, le zèle et la surenchère pratiquée par les administrations et par les exécutants de la politique antisémite fit voler en éclats donc le cadre de la loi et une spoliation de fait, une paupérisation de fait des Juifs fut mise en œuvre. Et c'est cela que le régime voulait. C'est-à-dire qu'en effet, eh bien, il voulait que cette surenchère soit pratiquée, que cette escalade soit mise en œuvre. Les responsables de l'Egeli, de l'organisme donc qui était en charge de la dépossession des Juifs, eh bien, se plaignirent des difficultés, des obstacles donc de la législation et réclamèrent à différentes reprises une simplification et une aggravation des lois. Bilan, en 1943, donc. Selon un rapport, oui c'est ça, en 1943, seules 11 entreprises, au final, avaient été concernées donc, par la politique de dépossession, c'est-à-dire bien peu. D'autre part, s'agissant du patrimoine foncier et immobilier, du fait de toutes ces possibilités donc, que j'ai exposées, donations, etc., eh bien, l'Egeli n'avait confisqué qu'un quart, si je puis dire, donc, des biens en excédent. Alors, la République sociale italienne allait chercher à rattraper le temps perdu
en utilisant cependant le cadre législatif qui avait été mis en place lors de la première phase. Avant d'évoquer brièvement, je ne sais pas de combien de temps je dispose encore, 5 minutes avant d'évoquer brièvement donc cette deuxième phase, je vous montre cette caricature qui est assez intéressante parce que en fait c'est une caricature de Carandache. Carandache qui est ce dessinateur d'origine russe de la fin du 19e siècle, qui a été l'auteur de quantité de caricatures antisémites dans le contexte de l'affaire Dreyfus. Et on voit là un dessin de Carandache qui a été recyclé, détourné par la propagande italienne. C'est un dessin qui était destiné à montrer comment les Juifs en France s'étaient enrichis à la faveur de la Révolution. Et là, il a été utilisé pour montrer comment les Juifs, dans l'agriculture, eh bien, ont prospéré en exploitant les pauvres paysans italiens. Et c'est assez intéressant parce qu'il faut savoir qu'en 1938, lorsque justement cette propagande antisémite déferle, eh bien, elle se met en place beaucoup grâce à des emprunts, aussi bien aux Stürmer allemands donc que à des journaux du 19e siècle, donc français. Voici un autre exemple de cette propagande particulièrement haineuse, donc, qui chercha à partir de 1938 à diffuser un antisémitisme social, donc, et à désigner les Juifs comme étant, suivant le classique de l'antisémitisme social, eh bien, des plutocrates et des banquiers. Alors, l'avènement donc de la République sociale italienne, ça je vous le commenterai peut-être tout à l'heure pendant la discussion. Donc, la République sociale italienne va s'appliquer à rattraper le temps perdu. Mussolini, je vous le rappelle, revient aux commandes en septembre 1943 après avoir été déposé par le Grand Conseil du fascisme grâce à Hitler, et il instaure donc dans le nord de l'Italie une république, donc dans un contexte où le centre-nord de l'Italie est occupé, et il y a même deux zones, les Préalpes et le littoral adriatique, où l'occupant dispose d'un pouvoir d'administration civile. Alors, dans ce contexte, eh bien, le Duce va chercher donc à brûler les étapes du processus de fascisation du peuple italien, et la lutte contre les Juifs devient plus que jamais d'actualité. Le cadre normatif est le suivant. En novembre 1943, une ordonnance de police décrète que tous les Juifs doivent être internés et tous leurs biens mobiliers, immobiliers seront confisqués dans l'intérêt de la République sociale italienne. Et cette fois, la distinction entre discriminé ou non discriminé ne tient plus, n'existe simplement plus. C'est une ordonnance de police, c'est donc le gouvernement italien qui prend cette première mesure de dépossession des biens juifs. Puis, le 4 janvier 1944, de nouvelles dispositions sont prises, donc visant cette fois les biens possédés par des citoyens donc de race juive, avec certaines dispositions rétroactives qui permettent d'annuler donc les transferts qui avaient été opérés au profit d'Ariens. Et il est bien dit que si les personnes âgées et les malades et les membres de familles mixtes échappent à la déportation, en revanche, ils n'échappent pas à la spoliation. Ce qui fait que certains responsables de la demorazza pourront dire à un moment donné, mais finalement, est-ce qu'il ne serait pas plus simple, puisque ces gens sont toujours là, mais se retrouvent totalement dépossédés et démunis, puisqu'on les a spoliés, est-ce qu'il ne serait pas plus simple de les déporter aussi ? Donc, vous voyez la logique tout à fait perverse donc, qui se met en place. Donc, désormais, toutes les réalités patrimoniales sont concernées, biens mobiliers, immobiliers, dépôts, crédits bancaires, police, contrats d'assurance, titres, etc. Alors que dans la phase précédente, le régime n'avait pas osé toucher aux actions, toucher au capital donc bancaire des Juifs. Alors, la République de Salo donc font particulièrement efficace parce qu'elle bénéficiait du dispositif antérieur, et les Geli qui avaient été mis en sommeil
pendant l'interrègne de Badoglio, eh bien, fut restaurée, fut remise en place. Désormais, pour gagner en rapidité, les préfets pouvaient mettre en place des bureaux pour la gestion des biens juifs, doublant en quelque sorte les djali, et les citoyens étaient invités à dénoncer toute forme de patrimoine juif détenu ou connu, qu'il s'agisse des dettes contractées à l'égard de juifs, de biens loués à des juifs, toute omission ou fausse déclaration étant passible donc de la loi de guerre. Pendant cette deuxième phase, donc, c'est une spoliation totalitaire qui, peu à peu, se mit en place. Et si, jusqu'en 1943, l'antisémitisme avait été pensé comme un combat politique visant à transformer les Italiens, dans le nouveau contexte, la guerre aidant, eh bien, l'antisémitisme fut assimilé à une lutte frontale, trouvant en elle-même sa propre finalité. Et les spoliations, qui étaient un objectif secondaire, devinrent un objectif principal, l'une des priorités de la politique raciale, l'objectif, encore une fois, n'étant plus la limitation, mais l'anéantissement. Alors, désormais, la propagande aussi avait changé. La dépossession des Juifs était présentée comme une forme de réparation pour les victimes de la guerre, qui pouvait aussi servir le programme de réforme sociale du régime républicain. Je cite l'article 15 de la loi du 4 janvier 1944. Les sommes obtenues sont versées à l'État comme récupération partielle des dépenses pour l'aide, l'assistance, l'indemnisation des victimes de guerre et des sinistrés des bombardements ennemis. En quelques mois, les djali put afficher un bilan sans commune mesure avec la phase précédente. Vous voyez le nombre de décrets de confiscation qui augmente sensiblement et dont je vous passe le détail pour ne pas aller plus vite. Biens fonciers, immobiliers, titres, etc. Les banques italiennes prêtant leur concours, évidemment, et étant les acteurs de cette spoliation. Alors, en confisquant les logements, les autorités provinciales, locales, furent aussi invitées à s'emparer de leur contenu. Meubles, effets personnels, livres, nourriture furent également mis en vente par les agents de l'Edgeli ou donnés à l'Office d'assistance communale pour mettre en pratique immédiatement cette doctrine de la réparation. On prend aux Juifs pour donner aux pauvres Italiens victimes de la guerre. On trouve dans les archives de très nombreux inventaires de ces biens, de la vaisselle, du linge de maison, particulièrement minutieux, au point d'ailleurs que le ministère de la Justice s'inquiéta de l'effet que pouvait avoir sur l'opinion la publication de tels inventaires. Et je vous invite à lire donc la consigne qui est donnée lors de la publication dans la Gazzetta Ufficiale et des décrets des chefs de province pour la confiscation des biens des Juifs, sont jointes des listes. On a observé pourtant que de telles descriptions sont trop détaillées et minutieuses jusqu'à inclure la lingerie intime, des objets de très faible valeur ou tellement personnels que leur évocation peut susciter et suscite des comportements qu'il serait bon d'éviter. Autrement dit, cynisme absolu pour prévenir le sentiment de nausée qu'appelait de telles lectures, eh bien, à partir de juin 1944, les listes de biens furent publiées dans un supplément séparé de la Gazzetta Ufficiale d'Italia. Le rapport entre les biens et les êtres, donc, inspira d'autres propositions. Je vous ai déjà évoqué cette idée qui consistait à déporter désormais les mixtes et les personnes âgées, puisqu'ils étaient dépourvus de biens. Il faut enfin mentionner, j'ai presque terminé, les pillages, les saccages, et qui intervinrent donc sous l'action des Allemands, bien évidemment, mais aussi à l'initiative d'Italiens, donc une fois que les appartements avaient été vidés. La chasse aux Juifs donc laissa le champ libre aux escrocs, trafiquants, profiteurs de toutes sortes. Le pillage intervint dans les grandes villes comme dans les petites,
affectant les biens les plus modestes et des patrimoines de valeur inestimable. Parmi les patrimoines de valeur inestimable, on peut citer ce qui s'est passé à Rome où il existait 2 bibliothèques de très grande valeur et particulièrement anciennes de la communauté juive. Eh bien, les Allemands firent venir des experts à Rome qui ont pratiqué l'inventaire des incunables, des ouvrages qui dataient quelquefois du XVIe siècle. Et tout cela fut envoyé en Allemagne. Au même moment, les Allemands réclamèrent à la population de Rome 50 kilos d'or qui furent effectivement versés collectés et versés. Et cette collecte fut suivie de la grande rafle du ghetto du 16 octobre 1943. À la Libération, donc, cette entreprise de spoliation est allée en définitive très loin et nous disposons maintenant d'un bilan puisque le gouvernement italien en 1998 a mis en place une commission qui était l'équivalent de la commission de la commission Matteoli et la dite commission a conclu à un vol opéré par l'État dans des proportions impressionnantes. C'est cette même structure, ironie de l'histoire ou indécence de l'histoire, legge, qui fut en charge de la restitution des biens juifs après la guerre et qui fit quelquefois payer aux Juifs des intérêts, des frais de gestion pour les procédures de restitution. Quoi qu'il en soit, donc, l'œuvre de restitution ne pouvait évidemment être que partielle, puisque certaines familles avaient été anéanties ou avaient quitté l'Italie. Environ 8000 Juifs d'Italie moururent en déportation. D'autres avaient renoncé à entreprendre des démarches de réparation. Et enfin, beaucoup d'épisodes de vol n'ont laissé aucune trace dans les archives. Je vous remercie. Bien, donc ce qui est très intéressant dans ce qui a été évoqué durant les 2 interventions précédentes, c'est que Christoph Kreutzmüller nous a présenté une politique nazie, évidemment, mais qui a été mise en œuvre par la populace. Et il a axé son intervention sur le rôle de la populace, de la population allemande, mais pas uniquement des gens embrigadés au sein de la SS ou de la SA, mais un mouvement d'ensemble beaucoup plus important qui a rendu possible l'ensemble des politiques antisémites. De la même manière, et d'une certaine façon à l'opposé, Marianne Mattard nous a montré comment un État met en place cette politique antisémite, sans évidemment occulter le rôle de la population italienne, de la même façon que Christophe a rappelé les mesures de l'État nazi qui avaient balisé les grandes mesures antisémites, et en l'occurrence celles sur la dépossession. En ce qui concerne mon intervention, je vais vous proposer une sorte de synthèse entre les deux, puisqu'il se passe en France, ce qui se passe en France, comme dans la plupart des pays, qu'il s'agisse de la Croatie ou Stacha ou même de la Hongrie, dans tous ces pays-là, on retrouve un processus qui est somme toute assez identique, qui mélange à la fois la violence populaire, une politique d'État et une participation active des populations qui traversent le continent. Et surtout, ce qui est très important, c'est que cette politique qui est née dans le Troisième Reich à partir de 1933 s'est élargie à l'ensemble de l'Europe. Alors, tout d'abord et chronologiquement, d'abord en Italie, et ensuite, juste après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, dans une dizaine de pays alliés du Troisième Reich ou conquis par le Troisième Reich, ce qui est le cas de la France. Et la France est intéressante à plus d'un titre. Alors, intéressante forcément, puisque c'est le sujet qui nous préoccupe principalement, hormis la Hongrie, j'ai bien compris que c'était votre centre de préoccupation. Je suis désolé, on essaiera de faire une soirée sur la Hongrie. Mais en ce qui concerne la France, on a un phénomène qui est identique et à la fois différent, qui a ses spécificités. Mais il y a un épisode très important qui a été oublié par la mémoire et même parfois par les historiens, puisque à l'été 1940, en France, est déclenchée une vague de violence contre la population juive, vague de violence qui s'exprime avant tout contre les magasins. En fait, pour les antisémites, pour ceux en tout cas qui veulent en découdre, le meilleur moyen d'atteindre une population, en l'occurrence la population juive, c'est de s'attaquer à ce qui reflète sa réussite sociale. Alors réussite sociale avec des guillemets, mais c'est
les commerces qui reflètent la place des gens dans la société, et en l'occurrence la place de la population juive. Et de juillet 1940, dans la zone occupée, puis à travers l'ensemble du territoire français jusqu'en septembre 1940, on va avoir une vague de violence, des dizaines et probablement même des centaines d'attaques contre les vitrines des magasins qui sont appelés des magasins juifs. Alors, juste pour mémoire, il n'y a pas de magasin juif, il n'y a aucun magasin qui a été circoncis par un rabbin. Il y a des magasins qui appartiennent à des juifs et que la logique antisémite appelle des magasins juifs. Et cet héritage-là, parler des magasins juifs, des biens juifs, c'est un héritage de cette langue antisémite, de la LTI de Klemperer, définie par Klemperer, qui fait qu'aujourd'hui encore, on pense qu'un bien est juif alors qu'il n'y a pas de bien juif. Il y a des biens qui appartiennent à des personnes qui sont, en tout cas à l'époque, définies comme étant membres d'une supposée race. Et cette vague de violence-là est d'une ampleur telle qu'elle va même déboucher de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, où il va y avoir des attaques dans différentes villes françaises d'Algérie contre des magasins qui appartiennent à la population juive. Donc on voit le même type de mécanisme que Christophe a décrit précédemment en Allemagne à partir de janvier 1933, et surtout l'introduction d'une politique antisémite par l'occupant dans la zone occupée. Politique antisémite qui va tout de suite être lancée sur deux axes très simples, identification des Juifs et identification de leurs biens. Et c'est la première ordonnance du 27 septembre 1940. D'emblée, les Allemands, dans la France occupée, prévoient d'ores et déjà, puisqu'ils demandent aux Juifs de marquer les magasins qui leur appartiennent, prévoient d'entamer la dépossession des biens qui appartiennent aux Juifs dans le territoire qu'ils contrôlent. Dans le même temps, et d'une façon simultanée, le régime de Vichy se lance dans sa propre politique antisémite. Elle n'est pas influencée par les Allemands, elle est influencée par la présence allemande. Ce n'est pas la même chose. On a un gouvernement, le gouvernement français, qui a son propre projet politique antisémite, qui se lance dans une compétition avec l'occupant, tout simplement pour ne pas paraître ou apparaître à la botte de l'occupant. Si les Allemands promulguent les premiers une législation antisémite et que Vichy le fait après, ça voudra dire au choix que Vichy est à la botte des Allemands ou que Vichy est moins antisémite que les Allemands puisqu'ils le font après les Allemands. Tel n'est pas le cas et on va avoir une vraie compétition durant tout le mois de septembre pour savoir lequel des deux, entre le MBF, le gouvernement militaire allemand à Paris, ou le gouvernement français va être le premier à promulguer ces lois antisémites. Et sans rentrer dans les détails, on a droit à une arrivée sur la ligne qui est identique, puisque la première ordonnance est rendue publique le 1er octobre, et c'est le 1er octobre que le gouvernement de Vichy va adopter, c'est ce qu'on appelle le statut des Juifs. Ce qui est très intéressant, c'est que dans les tractations qui vont avoir lieu entre les Allemands et les Français, les Allemands vont suggérer aux Français d'adopter l'arianisation comme étant une politique française. Et le gouvernement de Vichy va décliner au début du mois d'octobre pour une raison très simple. Le gouvernement de Vichy ne sait pas dans quelle mesure la population française est prête à accepter une politique antisémite. Le statut des Juifs est une sorte de test pour voir quelles vont être les réactions de l'opinion publique. Il ne faut jamais oublier que si nous, on connaît la fin de l'histoire, le gouvernement français à ce moment-là ne sait pas quelle est l'assise dont il dispose auprès de la population française. Alors nous, on sait que ça ne va pas poser de problème, et Vichy rapidement se rend compte que ça ne pose pas de problème. C'est pour cette raison-là que le gouvernement français va lancer sa deuxième vague politique, celle qui va mettre en place la politique de dépossession. Alors, elle va intervenir avec ce qu'on appelle la loi du 22 juillet 1941, sauf qu'elle est pensée longtemps en amont. Si vous regardez la création du CGQJ qui intervient officiellement à la fin du mois de mars 1941, la mission du CGQJ, c'est de préparer les lois qui permettent la dépossession des Juifs. C'est ce qui est inscrit dans le texte qui crée le commissariat. Commissariat qui montre une chose: si l'antisémitisme est fondamental et central pour le régime nazi, il n'est pas aussi important pour le régime de Vichy, mais il est suffisamment important pour que le régime français crée un ministère dédié à l'antisémitisme. Le CGQJ, c'est la création d'un ministère chargé de gérer la question juive. Ce qui devrait suffire à comprendre la place que tient l'antisémitisme dans la Révolution nationale, dans le projet des tenants de Pétain. Et dès mars 1941, probablement dans les semaines qui précèdent, le projet de dépossession
est pensée, voulue et revendiquée comme telle. Ce qui fait que quand, à l'été 1941, le train de mesure, qui ne peut pas être dissocié puisque tout est imbriqué, est promulgué, train de mesure qui allie ce qu'on appelle le second statut. Alors, on insiste souvent sur les nouvelles définitions de l'appartenance à la race juive dans le second statut, alors race juive avec des guillemets, mais ce qui est important dans ce texte-là, c'est pas les amendements que font les membres du gouvernement sur l'appartenance à la soi-disant race juive, c'est surtout ce qui suit dans le texte. Le texte interdit une quarantaine de professions. En fait, ce texte-là prévoit la fermeture du secteur privé, comme le premier statut l'avait fait pour le secteur public, à la population juive. C'est une loi d'exclusion qui frappe de plein fouet, cette fois, le champ économique, et qui est un dispositif qui va être bouclé par la loi de dépossession du 22 juillet 1941. Surtout, le statut du 2 juin est lié à une autre loi du même 2 juin, qui est la loi sur le recensement. Là encore, la loi sur le recensement est directement pensée pour la dépossession, puisque le recensement vise à identifier les personnes, évidemment, mais quand on regarde les formulaires du recensement, c'est 1 page pour l'identification des personnes, 3 pages ensuite pour l'identification des biens, parce que forcément, le juif a beaucoup de biens. Donc on a une opération qui est pensée en amont par le gouvernement français, qui est planifiée et qui est mise en œuvre très rapidement. Très rapidement, puisqu'à l'été 41, les juifs sont sommés de se faire recenser sur l'ensemble du territoire. Et l'ensemble du territoire, c'est pas uniquement la France métropolitaine, mais c'est également tous les territoires hors d'Europe, aussi bien en Afrique du Nord qu'en Afrique noire, qu'en Indochine. Et ce recensement-là est très intéressant, puisque si dans la mémoire nationale, c'est le commissariat général aux questions juives qui cristallise la représentation de l'antisémitisme, ce sont l'ensemble des administrations qui ont mis en œuvre cette politique. Le CGQJ ne tient qu'une place très marginale à l'égard de la mise en œuvre de la politique antisémite. Ce n'est pas le CGQJ qui arrête les gens, ce n'est pas le CGQJ qui identifie les juifs, en tout cas pas dans un premier temps, puisque le recensement est à la charge des mairies. Il n'y a pas d'administration plus banale, plus bête, entre guillemets, que les mairies en France. Or, ce sont les mairies qui mettent en place cette politique d'identification. Les mairies qui ensuite rassemblent les formulaires du recensement, les envoient aux préfectures, encore une administration, tout ce qu'il y a de plus normal, qui n'a rien d'antisémite. Ce sont les préfectures qui vont faire les fiches du fichier, qui vont ensuite les envoyer non pas au CGQJ, mais au ministère de l'Intérieur. Donc vous voyez que toutes ces opérations-là d'identification, de recensement, sont mises en œuvre par des administrations classiques dans un cadre, tout ce qu'il y a de plus normal. Le CGQJ joue un rôle d'aiguillon, un rôle très particulier, un rôle idéologique, mais l'ensemble des tâches est réparti et équitablement réparti sur l'ensemble des administrations qui composent la pyramide administrative française. Surtout, la politique de dépossession, mais c'est la même chose en Italie, ça va être la même chose ça a été avant la même chose en Allemagne, elle repose sur quelque chose de fondamental qui la distingue de toutes les autres politiques antisémites. Toutes les autres politiques légales antisémites, là je n'évoque pas les déportations, les assassinats, etc., mais toutes les politiques reposent sur des lois, repose sur un cadre non seulement normatif, mais administratif. La persécution se déroule généralement entre le fonctionnaire, l'agent de l'État, et la victime, le juif. La politique de dépossession, l'arianisation, ne se déroule pas dans ce face-à-face-là entre la victime juive et le bourreau, agent de l'État. On a affaire à une politique qui, pour réussir, doit être publique, au sens où elle nécessite la collaboration de l'ensemble de la population ou de pans entiers de la société française, ou de la société italienne, ou de la société allemande, ou de la société hongroise, pour faire plaisir à monsieur. On a affaire à quelque chose qui ne peut se faire sans d'abord la participation de professionnels qui vont intervenir dans le processus de dépossession. C'est l'État qui dépossède, c'est le commissariat général aux questions juives qui va organiser la vente ou la liquidation des biens, mais ce sont des architectes qui vont estimer les biens immobiliers, ce sont des experts comptables qui vont estimer la viabilité des entreprises, ce sont des ingénieurs qui vont vérifier la valeur des brevets, etc., etc. Ce sont des notaires qui vont organiser les ventes, autant de professions du privé qui interviennent dans une politique publique.
Politique d'autant plus publique qu'elle doit être rendue publique au sens de publiciser. On a un matraquage publicitaire qui va de l'apposition d'affiches qui signalent que ce magasin est juif, et je pense que vous connaissez tous ces affiches jaunes ou rouges qui sont montrées dans l'exposition. Affiches qui ont une double signification pour le régime de Vichy. Elles montrent à la fois la supposée mainmise des Juifs sur l'économie française, puisque ces commerces sont rendus visibles, mais du même coup, elles montrent que l'État français s'occupe du problème que représentent ces lieux-là. Donc, publicité par le marquage des magasins d'abord en les dévoilant, en les signalant au public. Publicité ensuite lors de la vente. Prenez n'importe quel quotidien de l'époque, vous verrez des annonces qui concernent des ventes de biens juifs dans tous les quotidiens français, des grands quotidiens nationaux comme Le Matin ou Le Figaro, jusqu'aux titres régionaux qui sont tout aussi importants à l'époque. Donc publicité dans la presse, et enfin publicité par voie d'affiches qui sont placardées dans toutes les villes de France où il y a des biens à vendre. C'est-à-dire que c'est une politique qui, pour être un succès, doit trouver des acheteurs. Donc des candidats qui vont se manifester pour acquérir le bien. Ce qui suppose que des dizaines de milliers de personnes vont et ont candidaté pour l'acquisition de ces biens. Et cette politique-là est d'autant plus intéressante que, tout d'abord, d'une façon générale, en France en tout cas, l'introduction de la politique antisémite est une nouveauté pour l'administration, puisque depuis la Révolution française, il n'y a pas d'autre chose en France que des citoyens ou des étrangers. À partir de 1940, on a ce nouvel objet administratif, le juif, une nouvelle norme. Eh bien, on constate qu'à l'été 1941, l'État français dit à l'administration « on va déposséder les juifs ». À la fin de l'année 1943, plus aucun des biens identifiés n'est aux mains des juifs. En à peine 2 ans, une nouvelle matière administrative est non seulement acceptée, adoptée et mise en œuvre, mais en plus en analyse de politique publique, c'est un succès. Il faut à peine 2 ans pour atteindre ce résultat-là. Par une politique française et non plus par la politique allemande initialement introduite en zone occupée. Donc c'est un succès en matière de dépossession et c'est un succès en matière de vente, puisque quand intervient la libération à l'été 1944, 50% des biens dépossédés sont réputés arianisés, qu'ils étaient vendus ou liquidés, c'est-à-dire que la vente s'est faite sur le lieu même par dispersion. Ce qui veut dire que des dizaines de milliers de Français ont candidaté puis acquis les soi-disant biens juifs. Vous voyez qu'on a affaire à une politique d'ampleur. Alors, on ne sait pas exactement, et on ne saura sans doute jamais, combien de biens ont été touchés ainsi. On sait qu'il y a eu 60 000 dossiers ouverts par le CGQJ, sauf que 60 000 dossiers, ça ne veut pas dire 60 000 biens. Dans un dossier, vous pouvez avoir une entreprise, et dans un autre, vous pouvez avoir 10 entreprises. Un appartement ou 10 immeubles, il n'y a pas d'équivalence d'un point de vue matériel. Donc, on sait que ce sont des dizaines de milliers de biens, sans doute plus de 150 000, qui ont été touchés par cette politique-là. Avec enfin, dernière chose, avant de conclure, un point très intéressant. À l'été 1941, Vichy, pour se donner une forme de morale, dit qu'il ne va pas toucher à la propriété privée, en tout cas pas à la propriété mobilière privée. Seuls vont être visés dans un premier temps les biens immobiliers, mais pas supposément les appartements où les gens vivent. Ce sont les résidences secondaires, les immeubles de rapport qui vont être touchés, ou les entreprises. C'est ce qu'on appelle... Mais oui, c'est ce que je viens de dire. Ce ne sont pas... C'est ce que je viens de dire, monsieur. Ce ne sont pas les résidences principales, ce sont les résidences secondaires qui sont visées. Je l'ai dit juste avant que vous interveniez. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'à partir de 1942, au moment où les Juifs commencent à disparaître, le Commissariat général aux questions juives prend acte de ces disparitions et dit que finalement, puisque le Juif n'habite plus dans sa résidence principale, elle peut également être vendue, ce qui rejoint ce que Marianne Mattard a évoqué en Italie. Donc à partir du moment où les Juifs commencent à disparaître, peu importe ce qu'il advient d'eux, tous leurs biens
qu'ils soient immobiliers ou meubles, peuvent être dépossédés. Et cette politique-là, non seulement va être mise en œuvre très rapidement en zone occupée, puisque les premières dépossessions des logements principaux interviennent à partir de la fin 42, mais elle commence également à partir de 1943 en zone libre. Si bien que les supposés garde-fous qui avaient prétendu mettre en place Vichy à l'été 1941 ont totalement disparu au début de l'année 1944. Et que, en gros, plus les arrestations et les déportations de juifs interviennent, plus les biens qui avaient jusque-là échappé à la dépossession tombent dans l'escarcelle de l'État, sans même évoquer la question du pillage, qui est une question parallèle, là encore, Marianne l'a évoqué, qui intervient sur d'autres rouages, non plus légaux, mais sur une base totalement arbitraire, évidemment, comme le reste, mais illégale, et elle est opérée non plus par les administrations, mais par des équipes spécialisées d'ultra de la collaboration. Mais somme toute, pour conclure, on peut constater que lorsque la libération intervient, c'est un succès. Et de la même manière que Leguéli a été chargé des restitutions, en France, dans un premier temps, l'État va penser que ce sont ceux qui ont mis en place cette politique-là qui doivent la défaire. Et là encore, ça va poser un certain nombre de problèmes qui vont cependant être beaucoup plus rapidement résolus qu'en Italie, où à partir du début de l'année 1945, on va avoir la création de 2 services spécialisés dans les restitutions. Je vous remercie. Bien. Est-ce que vous avez des questions sur l'une ou l'autre des politiques qui ont été mises en œuvre? Oui. Alors, on va vous donner... Il se trouve que justement, je suis en train de faire des recherches sur ma propre famille par rapport aux spoliations. Et mon grand-père avait un cabinet dentaire et un appartement qui a été spolié. Et il n'y a aucune trace. J'ai été aux archives nationales, aux archives de Paris. Il n'y a aucune trace parce que les professions médicales ne sont pas du tout enregistrées. Donc voilà, alors à quoi c'est dû ? Alors, en fait, mais là encore, je pense qu'il y a les mêmes cas de figure dans chaque pays, même si c'est un processus administratif qui laisse des traces. Dans certains cas, le processus a différé de la règle. Et alors, je ne vais pas vous répondre directement, mais par exemple, en mars 1943, le gouvernement de Vichy, enfin le CGQJ, va demander aux préfectures d'identifier les marchands forains juifs pour leur retirer leur patente, pour lancer l'arianisation des marchands forains. Et donc vous allez trouver, Jean Laloum a notamment travaillé là-dessus pour la région parisienne, l'arianisation des marchands forains. Par contre, dans certains départements, les préfets vont décider d'arianiser eux-mêmes. C'est-à-dire que dans certains endroits, c'est le CGQJ qui lance ce processus, et vous allez trouver des dossiers qui touchent les forains. Ailleurs, ce sont les préfectures, il va y avoir aucun dossier. Tout simplement parce que ce sont les gendarmes qui vont être chargés d'aller chercher les patentes, les biens qui sont vendus, et ils vont les confisquer. N'étant pas une administration économique habituelle, les gendarmes ne savent pas quoi en faire. Ils les laissent dans un coin, il n'y a plus aucune trace. Donc, les cabinets dentaires, dans certains cas, il y avait une étude il y a une quinzaine d'années qui avait été faite sur les cabinets dentaires. Je ne me rappelle plus du nom de la personne qui l'avait publiée. Il y avait une étude qui avait été faite sur l'arianisation des cabinets dentaires et médicaux. Donc on a affaire là à des points très particuliers où parfois vous n'avez aucune trace, tout simplement parce que selon le service qui a été sollicité, et c'est en zone occupée je suppose, à Paris, donc on a affaire à une multiplicité d'intervenants. Vous n'avez pas uniquement le CGQJ, mais vous avez aussi la préfecture, alors la préfecture de police, mais aussi la préfecture de la Seine, puisque c'est elle qui est en charge les questions de médecine publique. Et donc, l'ordre des médecins dépend de la préfecture. Et donc, vous avez un circuit beaucoup plus complexe que le circuit simple, entre guillemets, de l'arianisation sur la base du 22 juillet 41. Et du fait que c'est complexe, il n'y a pas de traces ? Si, mais encore faut-il les trouver. Non, mais encore faut-il les trouver. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'archives qui n'ont traditionnellement pas vocation à être conservées parce qu'elles sont considérées comme des archives sans importance. Un exemple, les cartes grises. Voilà. On a tous, enfin pour ceux qui ont une voiture, une carte grise. Les cartes grises sont conservées sur une durée très faible, une vingtaine d'années, et ensuite elles sont détruites. Maintenant,
les cartes grises pendant la guerre peuvent être très intéressantes, notamment parce qu'elles disent beaucoup de choses sur leurs possesseurs. Et quand il s'avère que la police vous indique dans des rapports que la police allemande s'est présentée avec tel véhicule, immatriculé avec telle plaque, si vous aviez les cartes grises, vous pourriez savoir à qui appartiennent ces véhicules, etc. Il n'y a plus moyen. Tout simplement parce que les normes archivistiques disent on ne conserve pas. Donc depuis 1945, tous les documents qui n'ont pas vocation à être conservés sont détruits. Et ce type de documents, notamment sur les questions médicales, n'ont pas vocation à être conservés. Donc le CGQJ, qui apparaissait comme quelque chose d'extraordinaire, il l'était, a été conservé. D'autres documents qui étaient très importants pour nous aujourd'hui n'avaient pas cet aspect-là à la libération. Et on a une foultitude de documents d'une richesse exceptionnelle qui ont disparu, tout simplement parce que la norme classique ne voulait pas qu'ils soient conservés. Et donc même avec des processus très complexes, comme celui-ci, vous pouvez n'avoir aucune conservation, parce que ça figure sur des dossiers qui doivent être pilonnés, tout simplement. Mais je suppose qu'il y a aussi des traces... Pardon, je suppose qu'il y a aussi des traces chez les notaires, non ? Non, Non, tout simplement parce que les notaires doivent garder l'acte de vente, par exemple. Donc il peut y avoir trace de l'acte de vente si c'est enregistré par le notaire. Mais tout ce qui est en amont, si on prend les candidatures, les gens qui candidatent et qui écrivent au notaire, ça ne fait pas partie des documents qui doivent être conservés légalement. Le notaire n'est tenu que de garder ce qu'on appelle l'acte notarié. Donc en gros la vente en elle-même. Mais pas tout le dossier qui encadre la vente. Donc du coup, là encore, vous pouvez avoir la trace de la vente si ça a été fait devant notaire, mais pas de tout le processus. Et en théorie, les notaires sont tenus de garder leurs archives et de les verser aux archives nationales. Mais au bout de 100 ans. Oui. Donc c'est là encore c'est complet. Donc ça veut dire... Attends, le micro. Attendez, le micro. Non, parce que les hypothèques... Oui, mais les hypothèques n'ont pas le dossier. Ils ont l'enregistrement de l'acte. Oui, mais l'acte lui-même reste toujours aux mains du notaire. C'est ça le problème. Attends, le micro. Oui, moi je voudrais signaler, juste pour avoir fait des recherches, non pas sur un membre de ma famille, mais sur Mac Jacob en particulier, et la famille de Mac Jacob qui a été également spoliée, que, en particulier pour des biens qui ont été vendus de cette manière, j'ai pu obtenir des renseignements. Les dossiers avaient été détruits, mais la liste des dossiers détruits existe dans les archives. Donc ça aussi, c'est un renseignement extrêmement important, parce que vous pouvez ne pas trouver un dossier, mais vous savez qu'il a existé. Toute destruction donne lieu à une liste, au fond. Voilà. Je parlais du bureau des hypothèques, parce que c'est quand même une mine d'informations, et aussi au registre de commerce qu'il ne faut jamais oublier, parce que évidemment là on a des informations factuelles certes, mais extrêmement intéressantes. Ce que je peux savoir, c'est qu'il y a bien eu un cabinet médical, voilà. Donc, oui, moi je voudrais juste dire que, par exemple, sur la ville de Quimper, où la famille Jacob possédait plusieurs biens fonciers, il y a eu publicité de cette vente, et plusieurs candidats se sont manifestés, dont un, je le livre parce que c'est une anecdote assez cocasse, dont l'un portait un nom à consonance juive. Il s'appelait Klein. Et donc c'était difficile, en tout cas pour l'administration, et sa candidature a été passée au crible, et on lui a évidemment demandé de justifier qu'il n'était pas juif. Et c'est donc extrêmement intéressant. Il n'a pas pu acquérir le bien, c'est pour ça que je cite son nom, mais ce qui était très intéressant, c'est de voir l'obstination tout à fait têtue de ce futur acquéreur à vouloir bien démontrer qu'il était en légitimité d'acheter le bien. Et je vous remercie beaucoup, Monsieur Thalmann, d'avoir signalé qu'il y avait publicité importante pour les ventes de ce bien, et en particulier sur des articles qui paraissaient dans le pilori, qui expliquaient toutes les bonnes raisons pour lesquelles on pouvait acheter un bien juif, dont l'une qui était, on se pose naturellement la question de savoir s'ils reviendront. La réponse est non. Mais alors,
Christophe Kreutzmüller va... Mais pour vous informer, il n'y a pas que Monsieur Klein qui doit prouver qu'il est juif, qui n'est pas juif, c'est toutes les personnes qui est... Oui, absolument. Toute vous avez personne raison. qui veut acheter un bien doit prouver qu'elle Voilà. n'est pas juive. Tout à fait. I only wanted to add that Je voulais simplement ajouter que puisque tout ça est tellement public, bien sûr, habituellement, les spoliations étaient publiées dans le journal officiel. Si ce n'est pas dans le journal officiel, alors dans les journaux du gouvernement militaire, parce qu'aux Pays-Bas, c'est ce qu'ils ont fait. Vous savez, il fallait savoir qu'il ne fallait pas aller à ce dentiste. C'est plus la peine. Donc on avait la liste de tous les dentistes et puis il y avait un amendement à la liste et un amendement à la liste des amendements. Voilà, donc on savait ce qui arrivait à ces dentistes. Oui, moi c'était une question que je voulais poser. Le fait que les gens achètent aussi facilement les biens, est-ce que c'est parce que c'était vendu moins cher qu'au prix normal dans les 3 pays ou pas? Je prends par exemple les œuvres d'art. Alors, les œuvres d'art ne sont pas vendues parce qu'elles ne sont pas spoliées, elles sont pillées. Elles ne sont pas remises en vente. C'est le Troisième Reich qui se les approprie pour les collections personnelles, mais Non. en France. Maintenant, on va répondre chacun pour... Et pour le reste, je veux dire, pour le reste, est-ce que c'est moins cher que la vente normale en dehors? Christophe va vous répondre pour l'Allemagne, Marianne pour l'Italie et moi pour la France. Je crois que oui. Il y a 2 points très importants ici. Cette spoliation a été un des véhicules principaux pour qu'une grande partie de la population entre dans le jeu. Parce qu'effectivement, si on achète ce bien, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir le propriétaire qui revienne. Donc c'est une sorte d'outil pour que les gens puissent rentrer dans ce jeu et deviennent eux aussi des gens qui perpètrent des actes antisémites. Deuxième point, les nazis, les nationaux-socialistes, ont essayé très fortement de rendre public les faits que les règles de la propriété en tant que société capitaliste devaient être changées ou allaient être changées et qu'un modèle de propriété arriverait qui serait que ce sont les gens qui soient propriétaires. Ils n'ont jamais réussi à le faire, mais enfin, sans enlever la propriété aux gens, aux individus. Ils ont essayé de trouver quelque chose, si vous voulez, une sorte de feuille de vigne devant le capitalisme pour que le propriétaire pense qu'il est toujours propriétaire de son bien. Mais enfin, c'est extraordinaire quand on lit cela. Parfois, on ne peut pas s'arrêter de rire parce que c'est tellement ridicule cette histoire. Le capitalisme populaire sans propriété individuelle, qu'est-ce que ça veut dire ? La réponse est oui. Il y a à l'évidence des opportunités, des affaires, des prix qui sont cassés. Et pour ce qui est de l'Italie, peut-être enfin non, c'est le cas aussi pour la France, un contexte qui est celui de la guerre, mais on est en 43. Je vous l'ai dit, la première phase, il se passe en gros pas grand-chose. Et donc à partir de septembre 43, les choses s'accélèrent pendant quelques mois, dans un contexte de très grande pénurie, de bombardements, de situations où les gens sont eux-mêmes en détresse. Et d'où cette propagande aussi particulièrement insidieuse qui tend à expliquer dépossession égale réparation. Alors certains le font sans doute poussés par la nécessité, d'autres pour s'enrichir. Il y a tous les cas de figure possibles. Moi, je voudrais profiter de la présence de notre collègue allemand pour lui poser une question qui a été posée il y a 3 jours. Je participais à l'Institut culturel italien à la présentation d'un livre très intéressant qui racontait l'histoire d'une famille juive à travers des témoignages de 3 générations, d'une famille de la bourgeoisie de Bologne. Et la dame racontait que son père, donc ils sont de Bologne, il se cache à Florence
pendant la guerre sous des faux noms, accueillis par une famille de catholiques. Et ils ont une maison de campagne dans la campagne toscane, une très belle maison, dans laquelle il y a un très grand tableau d'un peintre qui s'appelle Lega, qui appartient à ce courant des Macchiaioli. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à la salle. Il va y avoir une grande exposition à Orsay bientôt. C'est une peinture absolument magnifique qui dépeint ces paysages ruraux de l'Italie à la charnière du 19e et du 20e siècle. Et donc, ce qui est assez étrange, c'est que ce monsieur, qui était le père de la personne qui témoignait, avec son faux nom, il était non seulement juif, mais antifasciste, caché sous un faux nom, faisant la résistance. Il va voir les autorités allemandes qui occupaient Florence, et il leur dit « Ah, vous savez, il faut faire attention parce que dans cette villa qui est occupée par des Allemands, il y a ce tableau absolument magnifique. » S'imaginant sans doute que les Allemands, grands humanistes et connaisseurs en art, allaient protéger le tableau. Et au lieu de ça, les Allemands qui l'occupaient l'ont découpé au cutter et emporté évidemment dans la débâcle. Et du coup, cette dame voudrait rentrer en possession de son bien, mais ne sait pas comment faire. Elle est munie du nom de l'allemand. Elle avait une adresse après la guerre. Est-ce que vous pensez qu'elle a un moyen, un jour, de le pister? Telle est ma question, parce que tableau de grande valeur, par ailleurs. Oh dear. Mon Dieu, mon Dieu. C'est une question de méthode. Comment on fait, là, Yeah, effectivement. Of course, it's Bien sûr, it tells you a lot about, ça vous en dit beaucoup it tells you a lot about the sur perception of Germanness, la and how much it perception de la changed. germanitude et à quel point ça a changé. And yes, of course, it's Et bien possible sûr, to track c'est that possible de le generally. tracer, I mean, de le pister. It's probably quite easy to just see C'est which, facile if you've de got the voir name si on a le anyway, nom. if you haven't got the name, then Et it si on would n'a be pas le easy nom, to bon, ça serait check facile véritablement which, de voir quel était le part of the army was resting bataillon there, or qui like était dans cette région et dans cette ville-là. So and the army records are quite Vous well savez, kept. les Est-ce dossiers que de l'armée l'Allemagne sont a bien mis en conservés. place une institution actuelle, Yeah, spécialisée and dans l'identification des œuvres d'art pillées à l'étranger? Sorry, I'm getting it's too much. The third thing she should do is just Bon, you la know, troisième there's a chose qu'elle public devrait faire, register for c'est polluted simplement art in consulter Magdeburg, and she should le register. registre public de Magdebourg sur Definitely. l'art public. Et Yesterday. ça, elle aurait dû le faire tout de suite, même hier. Et juste pour finir de répondre à votre question, en France, il y a une tentation de brader les biens qui étaient mis en vente, mais très rapidement Vichy va se rendre compte que c'est une mauvaise chose de casser les prix, simplement parce que ça fait baisser tout le marché. Si vous vendez à bas prix un appartement et que vous en vendez des dizaines à bas prix, ça fait baisser le marché. Donc ça, c'est mauvais pour les bons Français qui, eux, veulent vendre leurs biens immobiliers. Donc du coup, très rapidement, il va y avoir des comités qui vont être mis en place, qu'on Vichy appelle les comités consultatifs, qui sont chargés d'estimer le juste prix des biens à vendre et qui sont faits d'une façon assez sérieuse. C'est-à-dire que de toute façon, vu que l'argent va à l'État français, peu importe la valeur auquel le bien est vendu, puisque à l'arrivée, le juif ne touche rien. Et donc l'immense majorité des choses qui ont été vendues ne vont pas être bradées, contrairement à ce qu'on pense, sauf dans les derniers mois de la guerre, où là, ils sont dans une logique de il faut brader à tout prix, pour que si le territoire est libéré, plus rien ne soit restituable, puisque ça aura des nouveaux propriétaires. Vous parliez de publicité, etc. Je voulais savoir comment ont été considérés. On ne pouvait pas ne pas savoir donc ce qu'on achetait. Donc comment ont été considérés ces personnes, ces acheteurs, aussi bien en Italie, en France qu'en Allemagne, enfin plus en France. Alors en ce qui concerne la France, les gens qui achètent savent, puisque c'est vendu par le commissariat général aux questions juives, et pour ceux qui ont envie d'aller voir l'exposition, il y a un mur d'affiches à l'entrée et vous verrez comment c'était vendu. C'est marqué bien juif, entreprise juive, appartement juif. Donc les gens savent ce qu'ils achètent. C'est obligatoire, puisqu'en plus le commissariat général demande qu'on certifie ne pas être juif. Donc voilà. Sauf que au sortir de la guerre, ce qui se passe, c'est que ces gens n'ont rien commis d'illégal, puisque au regard de la loi de l'époque, ils achètent un bien
qui est légalement mise en vente. Donc ces gens-là ne peuvent pas être attaqués pour l'acquisition qu'ils ont faite. En revanche, ils peuvent être attaqués pour restituer le bien. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait d'avoir acheté qui va être jugé, c'est le fait de refuser de rendre l'objet à son légitime possesseur. En soi, l'acquisition ne pose pas de problème, puisque c'est fait au regard du droit de l'époque. Non, je dirais la même chose, si ce n'est que pour l'Italie, comme je vous l'ai expliqué, le temps de la dépossession réelle est beaucoup plus court. Donc ce qui se passe, c'est qu'en général, il y a l'arianisation qui est prononcée, mais les mises en vente effectives ont été quand même plus rares, de toute façon. Est-ce qu'on peut considérer comme arianisé les vols simplement, quoi, quand ce n'est pas passé par toute cette démarche administrative dont vous nous avez parlé, quand ce sont les Juifs qui quittent leur appartement pour une raison ou une autre, soit par déportation, soit parce qu'ils quittent le pays, ou enfin bon bref, et que ce sont c'est la population qui s'empare des biens. Est-ce qu'on peut considérer que c'est arianisé? Non, L'arianisation, c'est un processus administratif qui est pensé par un État au service d'une cause nationale. Un pillage, ça relève d'un... La finalité est la même, sauf que... Non. L'arianisation fait partie d'un ensemble qui sont les spoliations, pour faire très simple, les spoliations sont légales, le pillage ne repose pas sur la légalité. Le pillage, quelqu'un rentre chez vous, se sert et s'en va. La spoliation, quelqu'un rentre chez vous mandaté par l'État, donc légalement, et s'en va. Sur le fond, c'est la même chose. Sur la forme, ce n'est pas la même chose. Excusez-moi, pour compléter, le cas Bonnier et Lafont, on est sur de la spoliation ou du pillage? Non, on est sur le cas de la police allemande et c'est du pillage. Merci. Oui, bonsoir. Excusez-moi pour ma naïveté ou mon ignorance ou les deux. J'ai une question, puisque vous avez regardé les archives de façon très détaillée apparemment. Est-ce que... parce qu'on a parlé de l'égalité, moi j'ai envie de parler de moralité aussi. Est-ce que, même si le retour était l'exception, quand certains sont revenus, les familles ou les personnes qui avaient acquis les biens ont accepté de les rendre, ne serait-ce qu'un cas? Est-ce que... Alors, je pense que... Enfin, non, vas-y. Alors, oui, il y a des gens qui ont accepté de rendre. Pensez que... Il y a sur les restitutions, il y a énormément sur le processus de restitution, une partie des restitutions sur le fond sur une base volontaire. Le problème, c'est qu'on ne peut pas la déterminer tout simplement parce qu'on a affaire à des changements de propriétaires qui doivent être sanctionnés par des actes officiels. Or, même les gens qui rendent volontairement doivent passer par la justice pour que la justice rende officiel le nouveau changement après la guerre. Exactement. Moi, je connais plusieurs cas de juifs qui récupèrent leurs biens, mais c'est la justice qui doit le sanctionner. Donc ça passe devant la justice, sauf que d'un point de vue moral, il s'agit d'une démarche volontaire. L'acquéreur rend volontairement le bien, sauf qu'il faut que ça soit sanctionné par un tribunal. Mais le tribunal n'avait aucune raison de refuser si c'était une demande des deux parties. Le tribunal n'avait aucune raison de refuser si c'était une demande des deux parties. Ben non, oui. Il ne refuse pas, mais il doit sanctionner, il doit rendre un jugement qui rende légal la restitution. J'ai bien compris. Et vous avez un ordre de grandeur à peu près Non. Pour la France au moins? Non, parce que... 1, 10, 100 000. Vous avez travaillé là-dessus ou pas, la commission d'indemnisation? Non. Donc non, ça n'a jamais été étudié en matière de restitution. Si la commission si la CIVS n'a pas... La commission Matteoli a estimé que 90 à 95% des biens ont été restitués. Maintenant, dans quel cadre ça a été restitué, c'est une autre question. Sur la base du volontariat ou sur la base des lois qui forcent les gens de toute façon à restituer. Mais là, c'est très difficile parce que vous n'avez que les actes qui disent le bien qui appartenait à un tel doit être restitué à un tel. Ça ne vous dit pas si c'est rendu volontairement, si c'est sur la base d'un refus ou pas. Vous avez quelques moyens, notamment en allant dans les archives où il y a des questionnaires qui ont été adressés après la guerre, mais qui sont c'est une portion congrue qui ont été remplis et renvoyés. Donc on peut faire un échantillonnage, mais ça n'a pas été fait. Attendez. Sorry. Je voulais juste ajouter qu'en Allemagne,
la restitution était généralement considérée comme faisant partie de ce qui était imposé aux Allemands par les Alliés. Et en ce sens, vous savez, le blocage était encore plus grand, simplement pour obliger de rendre, parce que tout le monde disait, ça nous est imposé, et nous, encore une fois, voilà, déjà, nous les Allemands, nous avons à souffrir encore après avoir souffert tous les bombardements. Mais l'autre chose que je voulais mentionner, c'est un excellent film produit par Arte, donc il va exister aussi en français, concernant une femme allemande qui revient d'un camp de concentration dans une toute petite ville. Et elle découvre la liste de tout ce qui lui appartenait, qui a été vendu à ses voisins. Et avec cette liste, elle va chez les voisins et dit, voilà, ce vase est à moi, ce vélo est à nous. Ce qui pour elle paraît tout à fait normal. Comme, dans le village, ils n'apprécient pas trop. Mais c'est un film qui s'appelle Le Retour de Marianne. Et vous allez probablement le trouver dans les archives d'Arte. Et c'est sans doute un des meilleurs films qu'il m'ait été donné de voir sur cela. Une femme très courageuse. Il y a un cas. Alors à propos des restitutions, alors c'est un cas particulier parce que la population est très particulière à cet endroit-là, qui a été mis au jour dans une étude sur les Juifs de Lens, une étude de Nicolas Mario et Claire Zal. Alors la population de Lens et du bassin minier est très fortement polonaise, et il y avait une communauté juive d'environ 1 millier de personnes à Lens et dans ses environs, et au sortir de la guerre, quand ceux qui étaient encore vivants sont venus pour réclamer la restitution de leurs biens, et là on parle d'arianisation, donc le processus légal qui devait être restitué par l'État, il y a eu, mais là on peut comprendre d'où ça vient, un début de pogrom à Lens, avec des violences contre la population juive qui revenait. Alors c'est très particulier, c'est très local, et ça peut être inscrit dans une tradition polonaise, mais ça a existé sur le territoire français, et leur étude a apporté beaucoup de choses, notamment ça, c'est que les Juifs qui sont revenus ont été physiquement chassés sur le territoire français. J'ai une question concernant les restitutions, une question naïve. Lorsque la personne qui a acheté, vous avez dit, c'était légal d'acheter des biens qui étaient des biens venant des Juifs pendant la période de Vichy, donc quelqu'un achète un bien dit juif. La fin de la guerre, les Juifs reviennent, ceux qui reviennent, et le propriétaire temporaire restitue le bien. Mais est-ce qu'il est indemnisé, ce propriétaire? Il n'est pas indemnisé. Il a acheté un bien. Non, il n'est pas indemnisé, on lui rend la somme. La transaction est annulée. La somme qu'il a payée lui est restituée par l'État, puisque de toute façon, cette somme est aux mains de l'État. Donc, ce n'est pas une indemnisation. Une indemnisation, c'est ce qu'on vous donne quand vous avez été lésé. C'est un remboursement, mais ce n'est pas une indemnisation. Vous parliez tout à l'heure de concurrence entre le gouvernement de Vichy et les Allemands. Est-ce qu'en Italie, sur la deuxième partie et le gouvernement de Salo, on peut parler de la même chose, ou y a-t-il pas plutôt une grosse influence allemande et de gens comme Karl Wolff et tout ça, quoi, qui ont poussé cette politique, ce changement politique en Italie? Est-ce qu'il n'y a pas plus l'allemand derrière? Ah bah bien sûr, oui. Et l'Allemagne joue un rôle absolument déterminant, et les Italiens collaborent. On est dans le cadre d'une politique effectivement de collaboration, et c'est un gouvernement vassal fantoche, mais qui essaye quand même sur quelques aspects de résister. Par exemple, sur la question de la déportation des personnes âgées, il y a quelques exemples de protestations de représentants de l'administration italienne lorsque les Allemands essayent de les déporter quand même, mais très peu. Globalement, ils collaborent. Donc la police collabore aux déportations.
le camp de Fossoli, qui va être un des grands camps, est d'abord sous administration italienne, puis passera ensuite effectivement sous administration allemande. Donc, en effet, là, c'est pas une relation égale qui pourrait induire une forme. Enfin, ça l'est pas davantage en France, hein, évidemment, mais on n'est pas dans un processus de concurrence. En revanche, les Italiens, quelquefois, sur de petites choses, essayent de conserver tant bien que mal une forme de souveraineté qui, de fait, est abolie. Bien. Donc, Can I say something? Yeah. Puis-je dire quelque chose? Eh bien, en parlant de cette expropriation, de ce pillage, il y a quelque chose que le régime nazi a appris au cours des années 33, de l'année 33. C'est-à-dire que s'ils ne font aucune interférence, il y aura un pillage. Parce que c'est à cela que le mouvement local a mené ces pogroms. Les choses étaient simplement pillées. Et puis Göring se dit, et nous alors? Nous, on veut notre part, on veut aussi de l'argent pour le réarmement, et on ne l'aura pas si les boutiques sont simplement pillées. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont intervenus. Hein, c'était ça le processus. Si l'État veut l'argent, eh bien, ça doit être ordonné. Il doit y avoir de l'ordre dans les expropriations. Je n'appellerais pas ça légal. Vous savez, dans la tradition allemande, ce qui est légal est bon, n'est-ce pas? Mais bon, mais ça doit être fait en bon ordre. Mais, et juste pour compléter, et on voit qu'il y a toujours, comme pour la France à l'été 40, une récupération de la violence par l'État qui la rend légale, au sens français du terme, qui s'approprie la violence, celle de la rue, pour en faire une politique. Oui, je voulais juste vous poser la question suivante concernant les administrateurs provisoires. Est-ce que vous connaissez une étude générale sur les administrateurs provisoires? Parce que j'ai longuement cherché, je n'en connais pas, sauf quelques articles spécifiques sur les administrateurs provisoires de telle région ou de telle catégorie de métier, par exemple, mais je ne connais pas d'études générales. Là, ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est les administrateurs provisoires étaient connus puisque la liste était publiée, on connaissait leur nom, etc. Est-ce qu'on sait si globalement ils ont fait l'objet de poursuites et de sanctions particulières? Est-ce que quelques-uns, par exemple, ont été sanctionnés par la mention d'indignité nationale, ou bien est-ce qu'il y a eu des poursuites très très spécifiques? Là encore, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je n'ai pu trouver que des cas individuels, mais je voulais savoir s'il existait des études générales. Merci. Il n'y a pas d'études sur les administrateurs provisoires, voilà, et ils n'ont commis aucune faute, donc il n'y a pas de poursuite, hormis ceux qui sont conduits de façon illégale au regard de la légalité de l'époque, ceux qui rançonnent les gens qu'ils administrent. Donc il n'y a pas de poursuite contre un administrateur provisoire. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? You want to add something? Ok. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venus. À vous souhaiter une très bonne soirée et à bientôt.